C'est un joli nom. Féministe matérialiste. Cette fois, nous allons parler de féminisme avec toi, Katia. Bonjour. Bonjour. Tu es éducatrice populaire, c'est-à-dire que tu fais de l'éducation politique dans le cadre de formations, d'ateliers, d'ouvrages. Tu es d'ailleurs une des cofondatrices de la SCOP d'éducation populaire Vent debout à Toulouse. C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'on s'était croisés, car tu as formé un groupe de militants du réseau Salariat pour qu'ils puissent réaliser une conférence gesticulée, et je faisais partie de ce groupe. Pour moi, c'était une formation extrêmement riche. En particulier, je me souviens de points de discussion sur le féminisme avec toi, et c'est le souvenir de ces échanges qui m'a donné envie d'en rediscuter. D'autant que pour toi, l'aventure des SCOP d'éducation populaire s'est prolongée, donc pour toi et quelques-unes de tes camarades, dans La Trouvaille, et vous avez participé à l'écriture du livre Féminisme et éducation populaire. On va donc, dans cet entretien, parler de féminisme tout court, mais aussi, puisqu'on est tous les deux dans Réseau Salariat, des liens entre féminisme et travail. Et donc, en préparant l'entretien, je me suis demandé, toi, tu as commencé dans quel monde militant ? Tu as commencé plutôt par le syndicalisme, on va dire, la lutte des classes un peu au sens traditionnel, ou plutôt par le féminisme ? Eh ben, plutôt par la lutte des classes traditionnelles, avec tout ce qu'elle a de traditionnel. Voilà, parce que bon, j'ai baigné, j'ai un héritage familial politique, un peu des deux côtés, ça a voté communiste des deux côtés de la famille de ma mère et de la famille de mon père, et il y a un héritage politique et syndical. Mon père n'a jamais eu de responsabilité au niveau syndical, mais il a été représentant du personnel, délégué de personnel, délégué syndical, donc j'ai quand même baigné largement là-dedans, à la CGT. Voilà, donc moi j'ai commencé j'ai très tôt eu accès à des savoirs critiques anticapitalistes, syndicaux, et du coup, dès que j'ai été adulte, j'ai milité, j'ai été militante communiste. Et syndiquée, mais pas militante, je n'ai pas été syndicaliste parce que j'ai souvent travaillé dans des petites assos où il n'y avait pas d'instance. Donc tu es tombée dans ce monde-là, dans le monde syndical, familialement, on peut dire. Familialement. Mais ça t'allait parce que tu y es resté. Oui, carrément. Je pense que c'est une chance en termes de légitimité, à se sentir légitime à porter un regard critique sur le monde, C'est presque un privilège, comparé à des gens qui n'ont pas cet environnement familial. Et pas le féminisme, à la maison, dans la famille, le féminisme, pas... Non, pas du tout. Et du coup, moi j'ai été jusqu'à 25 ans plutôt dans le discours de la priorité, c'est d'abattre le capitalisme. Et quand on aura abattu le capitalisme, il n'y aura plus d'inégalité entre les hommes et les femmes. Moi j'étais dans ce discours-là. En fait, donc a largement priorisé la lutte anticapitaliste. Et c'est par des rencontres avec des copines féministes, des bonnes engueulades, des conseils de lecture, des premières lectures, et puis aussi de mon vécu de femme dans le travail, dans le couple, dans la rue, etc., qui ont petit à petit forgé mon militantisme féministe. Qui s'est bien déployé quand on a monté donc, le réseau des SCOP d'éducation populaire politique, où on a voulu, puisque c'était un réseau qui se revendiquait fortement anticapitaliste, mais qui reléguait les questions d'inégalité structurelle entre les sexes. Et donc on a voulu, quand on a constitué le réseau, ramener ces questions-là. Il y a eu beaucoup de répression de ça, ça a été une grosse bataille. Et donc on a commencé à vouloir se former là-dessus et former nos collègues. Et on a organisé des espaces entre femmes, au départ on était 3, pour travailler théoriquement aussi ces questions. Donc on a lu des livres ensemble, des livres des théories qui au départ résistaient un peu à notre entendement, et en lisant collectivement, et à se racontant aussi nos vies, ce qu'on vivait, notre condition de femme, On a continué cette conscientisation et ce travail théorique. Et dans le même temps, il y a eu aussi au sein de ce réseau une agression sexuelle. Donc un de nos collègues du réseau a agressé sexuellement une de nos collègues.
Et on a mis 2 ans à faire sanctionner cette agression sexuelle et on a dû pour ça monter un groupe en non-mixité femmes, ce qui n'a pas été simple. Parce que la non-mixité, Ça pose toujours question, ouais. même si elle est toujours évidente pour les salariés hommes que syndicalement, on est qu'entre salariés, quoi. Oui, et pas avec les patrons. Par contre, que les dominés, alors que tout le monde reconnaîtrait, je pense, la domination masculine, par contre, que les femmes puissent s'organiser sans que les hommes soient là, ça heurte toujours. Ouais, bah c'est un peu une contre-évidence, quoi, en fait. Et je pense qu'il n'y a pas Enfin, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de féministes qui ne soient pas passées par là, en fait, en disant, ouais, la non-mixité, c'est quelque chose, ouais, comme une contre-évidence. Et en fait, on oppose souvent le fait qu'il faut travailler avec les hommes, etc. Et donc, en fait, on peut faire des groupes non mixtes et par ailleurs, dans les espaces sociaux, de toute façon, on a des espaces mixtes, quoi. Mais en tout cas, il y a une nécessité, enfin, quand on commence à faire l'expérience de la non-mixité entre dominés, quels qu'ils soient racisés ou entre femmes, on voit bien l'intérêt que ça a, quoi, en fait, sur la parole, la libération de la parole. Et puis, on mesure bien tous les effets structurels, en fait, qui se passent dans des espaces mixtes. Et nous, c'est vraiment grâce à ça qu'on a pu partager et nos vécus au sein de notre travail, au sein de notre réseau d'éducation populaire, militant, progressiste, etc. Et du coup, affiner théoriquement les choses et revenir parfois en mixité. Pour argumenter en faveur de la non-mixité, tu disais que ça a libéré la parole, tu voyais d'autres choses. Qu'est-ce qui n'était pas possible en fait quand les mecs étaient là C'est aussi, ça libère la parole, c'est-à-dire que en fait on ne parle pas pareil de ce qu'on subit en tant que femme, que ce soit les violences sexuelles, que ce soit l'appropriation de notre travail, que ce soit le sentiment quand on est en binôme de formation d'être plante verte, parce que l'autre à côté est plus à l'aise, parce que socialement il a bénéficié de la légitimité de sa parole, etc. Donc on mesure bien que la parole, le contenu des échanges est vraiment différent quand on est entre femmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres rapports de domination qui se jouent, entre celles qui ont fait l'université, celles qui ne l'ont pas faite, celles qui sont issues de familles populaires et les autres. Bien sûr qu'il y a des choses qui se jouent comme ça, mais ça permet d'y être attentive aussi. Et puis ça permet aussi un deuxième aspect qui est peut-être le plus important, ça permet l'auto-organisation en fait. C'est-à-dire que nous, par exemple, au sein de notre réseau, autour de l'agression sexuelle, mais aussi tous les constats qu'on faisait de ce qu'on subissait dans nos coopératives, on avait tendance à faire soit ce qu'on a caractérisé comme de la pédagogie, c'est-à-dire que voilà, on mobilisait des apports, on expliquait ce qu'on vivait, on expliquait les inégalités, on essayait d'expliquer tout ça, mais toujours on prenait soit de la répression, soit un peu du dénigrement, soit voilà, toutes ces formes-là dès qu'on s'exprime en tant que dominé sur les dominations qu'on subit, forcément on subit ça. Et du coup, ça nous a aussi permis de prendre conscience qu'en fait, sans auto-organisation collective, en fait, la pédagogie, parfois, elle a des limites et que oui, ça sert, la pédagogie, pour conscientiser, pour sensibiliser, etc. Et pour peut-être réduire les effets de ce qu'on subit. Mais si on ne fait pas, si on n'organise pas un rapport de force, en fait, donc ce qui est très compliqué parce que c'est aussi nos camarades, nos compagnons de lutte, avec qui on partage les mêmes enjeux, en tout cas du point de vue anticapitaliste, et ça complique un peu le fait de devoir faire du rapport de force pour faire advenir nos droits et aller à l'encontre de ce qu'on subit. C'est compliqué quand on le fait avec des compagnons de route aussi, quoi. Donc ça permet de s'organiser, de se donner de la force et de faire advenir des droits, quoi. Ouais, faire advenir aussi des conflits et qui seront pas immédiatement réprimés parce que comme femme ou comme jeune, moi j'ai peut-être j'ai sans doute plus fait l'expérience d'être jeune que d'être femme, mais non, mais le fait par exemple qu'on va dire qu'on est sensible quoi, ou qu'on s'y connaît pas, je dis que j'étais à Réseau Salariat, c'est quand même une asso qui est de très haut vol au niveau économique ou au niveau théorique, et c'est vrai qu'on peut vite se faire rembrouiller parce qu'on n'aurait pas lu telle ou telle chose, ou parce qu'on s'y connaît pas tant que ça en fait, ce qui est vrai. Mais pourquoi notre parole serait pas plus égale? Et
Donc ouais, tu disais cette libération de la parole, mais aussi d'organisation du conflit, quoi. Et c'est vrai que j'ai pu faire l'expérience de se retrouver entre jeunes, et là, du coup, de partager des trucs et de pouvoir ensuite contester, peut-être pouvoir contester d'autres choses après, quoi. Disons que dès que tu t'organises entre personnes qui vivent une partie de conditions communes, du coup ça permet de qualifier sans avoir l'interaction avec les autres qui va discréditer ou qui va euphémiser ou qui va dénigrer ou qui va dire c'est pas ça la priorité, ou etc. Et donc après l'organisation de rapport de force, ça veut pas dire que tu prends pas ces trucs-là, parce qu'au contraire, dès que tu t'organises et que tu obtiens du droit, la répression est d'autant plus forte. Mais par contre, t'es à plusieurs, quoi. Tu ne subis plus toute seule dans ton droit. Et donc, juste pour revenir sur un point, l'arrivée du féminisme, du coup, parce que tu disais même qu'au début, tu t'es pas laissé convaincre tout de suite, quoi, vu que tu avais plutôt un prisme anticapitaliste traditionnel, on va dire, tu t'es pas laissé convaincre, du coup, ça s'est passé. Il y a eu un moment précis où c'était justement avec les collègues du réseau des coopératives que ça s'est fait? Ou c'était avant déjà? C'était avant, mais c'était des copines féministes qui m'ont largement éduquée, mis sous le nez plein de choses, et où petit à petit, avec ces lectures, ces rencontres, oui, j'ai pu comprendre qu'il y avait un système d'oppression autonome, en fait, et que c'était... que hiérarchiser les luttes et se dire qu'en abattant le capitalisme, on allait abattre le patriarcat, c'était une idée fausse, en fait. On peut très bien, y compris avec les thèses de réseau salariat, abattre la propriété lucrative si on a toujours la propriété des hommes sur les femmes, que ce soit corporelle ou l'exploitation du travail domestique et le travail gratuit des femmes. C'est un rapport social autonome, quoi. Et c'est vraiment les rencontres et de m'être fait éduquer par mes copines féministes qui a permis ça. Et après, c'est sans fin, quoi. On a tellement incorporé socialement aussi des rôles, des limites, que en fait c'est une lutte sans fin, quoi. Mais comme pour le capitalisme, on incorpore plein de choses capitalistes en nous, quoi. Alors, contrairement au syndicalisme dont on parlait, le féminisme semble refleurir. On peut avoir en tête, alors je m'y connais pas très bien, mais il y a eu le mouvement MeToo, Balance ton porc, avec l'exposition dans la presse de viols ou de harcèlement commis par des hommes politiques, des réalisateurs du cinéma par exemple. Saurais-tu pourquoi le féminisme semble plus offensif aujourd'hui que ne l'est le syndicalisme? Enfin déjà, peut-être que je me trompe, hein, et peut-être que le féminisme n'est pas en train de refleurir, mais j'ai l'impression que les débats féministes aujourd'hui sont plus présents et sont plus offensifs que le monde du travail. En tout cas, sur la partie de la reconnaissance des viols ou des violences sexuelles envers les femmes, oui, bien sûr, les mouvements MeToo, Balance ton porc ont largement contribué. Après, je pense je trouve compliqué la question, je pense que je ne peux pas mesurer globalement où c'est qu'on en est historiquement, en fait, mais c'est vrai qu'il y a eu une forte organisation féministe, des mouvements féministes dans les années 70, qui a permis un mouvement social, mais aussi des avancées théoriques, etc. Et qui a une forme de continuité de tout ça, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. Il y a eu tout le temps des militantes féministes. Mais c'est vrai qu'il y a eu une forme de ressac, en fait, où ces mouvements ont été un peu mis de côté. Alors pour plein de raisons, je ne suis pas sûre que ce soit le sujet, du coup on va peut-être pas approfondir là-dessus. Mais ces militantes des années 70, du coup, sont encore présentes, ou en tout cas leurs théories sont encore vivantes. Alors oui. Non, je comprenais que c'était ça, et alors que dans le syndicalisme, peut-être que le syndicalisme intéressant, il date peut-être du 19e ou du début du 20e, et du coup, on n'a peut-être plus autant de ressources, mais non, c'était peut-être pas ça que tu voulais. Si, on pourrait faire des parallèles, mais c'est vrai que on bénéficie encore de tout le travail du mouvement féministe, et sur les avancées légales, sur le droit à l'avortement, évidemment, mais qui est toujours remis en question, donc la bataille n'est jamais finie. Qui a eu des avancées au niveau légal. Après, en droit concret, il y a
on peut légiférer sur la parité ou l'égalité salariale et on constate que dans les faits, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Le travail domestique, les féministes des années 70 l'ont largement, et Christine Delphi a théorisé là-dessus, sur l'exploitation du travail gratuit des femmes, etc. On sait tout ça, on se sert encore de ces travaux, et pour autant, structurellement, ça n'avance pas, c'est-à-dire la répartition des tâches domestiques, pour prendre cette entrée-là, par exemple. Les études montrent que ça n'avance pas, que ça a avancé d'un point, donc si on attend, je crois qu'elle avait calculé des trucs qu'il faudrait attendre 3043 pour l'année 3043 pour qu'on... Donc en fait ça n'avance pas, structurellement ça n'avance pas. Et du coup il y a eu effectivement un peu un affaissement des mouvements féministes dans les années 90 qui à mon avis n'est pas étranger à celui de la gauche et des syndicats. Et qu'en ce moment, il y a quand même des avancées. Par exemple, petit à petit, on obtient plus de places dans le champ universitaire, par exemple. Ça continue, évidemment, toutes les assos féministes qui travaillent sur la reconnaissance des violences sexuelles, elles obtiennent petit à petit des choses. Et Balance ton corps et MeToo à libérer cette parole-là. Après, on assiste aussi médiatiquement à une réappropriation de tout ça. C'est-à-dire il faut toujours continuer à mener la bataille pour qu'on puisse à la fois libérer la parole, mais pas s'arrêter là. Pouvoir légiférer et pouvoir faire en sorte que ça change. Parce qu'après, on entend plein de choses, mais on entend aussi plein de discours masculinistes, de trucs sexistes, même quand on parle dans certaines émissions de MeToo, de Balance ton corps, on entend plein d'horreurs. Tu dis que c'est pas suffisant pour dire qu'on est en train de vivre une période d'offensive féministe, quoi. C'est pas parce qu'on parle de ça, il y a le côté libération de la parole, mais ça peut être complètement utilisé de manière réactionnaire finalement, quoi. Ah ouais, ça de tout temps, je pense que n'importe quoi qui se passe, il y aura toujours ça, donc c'est très bien. Qu'est-ce qui est ça? Parce que ça visibilise quelque chose qui est tout le temps invisibilisé. Enfin, le problème des violences sexuelles, c'est un problème de santé publique en fait, mais c'est un déni organisé. On pourra en parler des heures sur les effets sur les femmes, le nombre de femmes que ça concerne, de femmes et parfois d'hommes quand il s'agit de violences, surtout quand il s'agit de violences sexuelles envers les enfants. Donc c'est un vaste déni, donc il faut évidemment que ça, et ça c'est un des apports de MeToo et de Balance ton corps, mais il faut continuer la bataille parce que structurellement on n'obtient pas, et on voit bien sur les nouvelles lois qui sont tendues là-dessus que c'est des victoires très partielles en fait. Donc il faut toujours continuer à s'organiser pour obtenir des vraies victoires concrètes, quoi. Bah, par exemple, je pense à une autre chose où le même phénomène peut se passer, c'est-à-dire quelque chose qui médiatiquement va être très présent. On peut même le retrouver, par exemple, des fois à la une de certains quotidiens régionaux. Je pense à l'écriture inclusive, par exemple, qui des fois, pas des fois, mais a surgi c'était ces derniers mois. Et en fait, des fois, c'est juste pour dénigrer en fait cette idée-là. Alors, il me semble que sur l'écriture inclusive, tu voulais nous faire part d'une énigme. Ouais, mais d'une énigme que, du coup, vu ton introduction, on va sûrement en trouver plus facilement la réponse. Alors, je la lis bien, parce que sinon... Donc c'est une énigme qu'on pose souvent, justement, quand on se fait un petit peu rabrouer sur ces questions-là. C'est un père et son fils qui sont en voiture, survient un accident, le père meurt sur le coup. Okay. Quant au fils, il est dans un état grave, il est amené à l'hôpital, il doit être opéré d'urgence. Et dans la salle d'opération, le chirurgien arrive enfin et déclare « Je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils ». Comment c'est possible? On laisse 2 minutes aux auditeurs pour envoyer un commentaire. Donc, vu qu'on parlait de ça, c'est peut-être plus facile d'être sensible à ce qu'il y a derrière. Mais bon, j'imagine que tu as deviné. C'est que la femme est chirurgienne et ne peut... Et en fait, on a souvent testé cette énigme et il y a vraiment ça peine à penser que ça peut être la mère qui est chirurgienne. Donc en fait, à travers cette énigme, on montre qu'en fait, ça empêche de penser si on n'a pas les mots, ça empêche de penser la réalité, quoi.
Donc en fait ça a un effet, le langage a un effet sur comment on pense la réalité. Ouais, du coup c'est un argument massu quoi. Il suffit de tester il suffit de tester cette énigme et du coup la conclusion c'est que l'écriture inclusive a un sens finalement et que c'est pas juste un truc je sais pas quoi de frimeur ou de gens qui se pensent plus purs que les autres ou plus je sais pas quoi empathiques envers les femmes. Non, il y a un vrai enjeu et alors nous on a croisé dans nos travaux féministes là une chercheuse qui s'appelle Eliane Viennot. Qui a écrit un bouquin notamment qui s'appelle Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. Et en fait, moi j'ai eu une vraie prise de conscience en lisant cet ouvrage-là, c'est qu'on parle toujours de féminisation du langage. Donc dans le milieu militant, par exemple, on dit oui, mais il faut féminiser notre acte, etc. Et puis évidemment, ça pose plein de questions, ouais, mais c'est pas important, on a d'autres bastons à mener, etc. Et en fait, elle explique qu'en disant féminisation du langage, on pose comme si le point de départ était un langage qui était neutre. En fait. Enfin, on soutient cette idée-là. Et en fait, elle est historienne et donc du coup, elle montre quelle a été la bataille masculine au moment de la constitution de l'Académie française pour masculiniser le langage. En fait, le langage était beaucoup moins masculinisé avant la constitution de l'Académie française et avant l'instauration de l'école publique, c'est-à-dire qu'il y a eu la constitution de l'Académie française où les académiciens ont mis dehors les femmes savantes, sachantes, etc. Et à ce moment-là, les métiers étaient féminins ou masculins. Les accords de proximité, enfin les accords par exemple dans une phrase se faisaient avec la proximité, c'est-à-dire les infirmiers et la chirurgienne sont prises, on accordait avec le plus proche, d'accord, ou on accordait avec la majorité, enfin le nombre. Oui, il suffisait pas qu'il y ait un homme sur 20 femmes pour qu'on voilà. masculinise. Donc c'était beaucoup moins masculinisé, et c'est l'institution de l'Académie française qui a mis dehors les femmes sachantes et qui a instauré grammaticalement, avec Vaugelas, la règle de le masculin emporte sur le féminin. Et donc en fait, ça, dans le langage courant du peuple, ça résistait, donc en fait le langage il n'était pas encore masculinisé. Et c'est à la faveur de l'école publique, et à travers toutes les écoles publiques qu'on a institué, donc c'est assez récent finalement, ça fait maximum c'est moins de 200 ans. Oui, du coup ça va contre le fait que je sais pas quoi, le langage se serait constitué naturellement, voilà, comme ça. L'idée d'un truc naturel, comme toujours. Enfin, ouais. Et en fait, c'est construit. C'est un combat masculiniste. C'est un combat masculiniste, en fait. Et donc, elle dit, en fait, faut arrêter de dire on va féminiser le langage. Il faut dire on va contrer la masculinisation du langage. Voilà. Je me permets de convoquer les quelques muses que je taquine, j'en profiterai pour évoquer les éternelles pas féminines, les grosses, les moches mal fagotées, qu'on voit pas dans les magazines, boulets des canons de la beauté, les éternelles pas féminines. Je veux chanter les tartes, les exclus du mystère, les rayés de la carte qu'elles lisent à l'envers. Je veux chanter ces filles, oublier des fantasmes et des talons aiguilles, mais jamais des sarcasmes. Les sauvages et les frustes qui ne parlent qu'en jurons, et celles qui font juste comme les hommes font. Mais ça se fait pas, c'est pas bien quand on est une femme. Ça se fait pas, c'est pas bien, c'est pas féminin. Madame, celles qui ne sont ni belles ni bonnes, celles qui mettent jamais de ballerines, celles qui viennent pas quand on les sonne, les éternelles pas féminines, les mal baisées, les pas baisables, les bonnes sœurs et autres gouines, sont-elles femmes moins véritables, les éternelles pas féminines? Oh, qu'elles soient louées sur le ton des commères, dans la langue salée,
qu'on prête aux poissonnières, aux gloires à toutes celles qui conduisent le bal, qui font mal la vaisselle et qui rasent pas leurs poils, à celles qui se foutent du bonheur d'être mère et qui prennent la route d'une vie singulière. Mais ça se fait pas, c'est pas bien quand on est une femme. Ça te fait pas, c'est pas bien, c'est pas féminin. Madame, il ne vous aura pas échappé dans le portrait que je dessine qu'un peu de moi s'y est glissé en éternelle pas féminine. Depuis toujours en pantalon, le doigt souvent dans la narine, car je suis sans contrefaçon, une éternelle pas féminine, car je suis sans contrefaçon, une éternelle pas féminine. Quand on dit féminiser le langage, ça nous paraît une montagne, puisque justement on trouve ça tellement naturel que le langage soit neutre, soit disant neutre, hein, mais le neutre c'est toujours le masculin, ou le neutre c'est toujours le blanc, et le neutre c'est toujours le bourgeois, enfin voilà. Mais, et que du coup, voilà, il faut démasculiniser le langage, quoi. Voilà. Et ça a son importance, et juste pour revenir à la question précédente, en fait, le fait qu'il y ait de la réaction sur ces questions de langage épicène, par exemple, je pense que excuse-moi, je connais pas le mot. C'est pas ça que t'as dit, je croyais que t'avais... Langage épicène. Non, excuse-moi, j'ai dit écriture inclusive, mais c'est peut-être pas le bon mot. Bon, je sais pas lequel... je sais pas. Ok. Mais oui, c'est langage épicène, écriture inclusive. Mais en tout cas, je trouve que c'est un bon exemple de... à chaque fois qu'il y a un combat féministe, donc soit sur le langage, soit sur les groupes non-mixtes, soit sur... En fait, il y a toujours des formes de dénigrement, parce que ce serait pas la priorité, parce que ça diviserait la lutte, parce que c'est... Enfin, voilà. Et en fait, que ce soit sur le langage épicène ou sur n'importe quel autre aspect, n'importe quelle autre forme d'auto-organisation des femmes contre le patriarcat, on subit ces trucs-là. Ben justement, moi j'ai pu entendre dire... Alors c'était plutôt des mecs, je t'avoue, qui ont dit ça, mais qui disaient vraiment l'écriture inclusive, c'est de la blague, ce qui compte, c'est que les salaires, par exemple, que les salaires des femmes soient à égalité avec ceux des hommes. Donc voilà, plutôt des mecs de gauche qui vont dire ça, quoi. En disant voilà, que l'écriture inclusive, finalement, c'était une sorte de sous-combat féministe, et que le vrai combat féministe porterait sur le travail, sur le salaire, quoi. Alors j'ai l'impression quand même que cette remarque est à la fois vraie et fausse, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a une part de vérité, parce que dans cette remarque, il y a quand même, ça pose le fait qu'il y ait plusieurs courants féministes, quoi. Ça visibilise le fait que peut-être que certains féministes vont prioriser certaines choses et d'autres féministes d'autres choses. Et donc il y aurait plusieurs courants, plusieurs histoires féministes finalement. Et je trouve qu'elle porte aussi une part d'erreur, quoi. Voilà, parce que ça nie une sorte quand même d'unité ou de solidarité entre les féministes, quoi. Et l'écriture inclusive serait un peu, comment dire, je pense que quand il dit ça, il diagnostique une sorte de faiblesse, je sais pas quoi, une sorte de faiblesse dans cet argument de l'écriture inclusive. Je trouve que c'est pas un argument valable, en gros, voilà. Et ça permet de discréditer, du coup, tout le féminisme. Et ça, je trouve que c'est une connerie, quoi. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire, je sais pas, non, oui, il y a plusieurs féminismes, et il y a des stratégies différentes qui existent, quoi. Alors je sais pas si toi tu serais d'accord avec ça aussi, sur le fait qu'il y ait plusieurs féministes qui existent, et est-ce que, alors c'est peut-être dur, mais s'il y en a plusieurs, est-ce que tu peux en présenter, dire dans lequel tu te situerais, toi? Carrément. Ouais, alors, t'as dit beaucoup de choses. Déjà peut-être sur la remarque, non? Enfin repartir de... Ouais, sur la remarque, c'est un peu ce que je disais juste avant, c'est... je pense que s'il y a des hommes qui veulent soutenir la lutte féministe ou qui se revendiquent comme antipatriarcaux ou pro-féministes, etc., la première des choses à faire, c'est
comme dans toute lutte, pas penser les modes de lutte à la place des gens qui luttent, hein, quand on n'est pas concerné par la domination. Et ça, c'est des formes voilà, qu'on voit, quel que soit nos... Enfin, c'est ce que je disais avant, donc je ne vais pas le répéter. Mais peut-être que ce que tu soulignes, toi, c'est peut-être le fait qu'il y ait... que ce soit moins évident, on va dire, que la lutte pour féminiser, pour démasculiniser le langage, ce serait plutôt de l'ordre du discours, on va dire, alors que par exemple sur les salaires, ce serait quelque chose de plus matériel. Quoi. C'est concret, c'est... Voilà. Et ça, les féministes, elles disent, évidemment, le rapport social, comme tout rapport social, donc le rapport social capitaliste, il est fait d'une dimension qui est matérielle, qui là, c'est l'exploitation, c'est tout ça, et une dimension idéale qui vient justifier l'exploitation matérielle. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas de priorité à donner, enfin moi je pourrais pas dire ça, quoi. Il n'y a pas de priorité à donner à tel ou tel combat féministe, parce qu'il faut combattre, parce que tout ça est un système en fait. Et que la dimension, d'ailleurs c'était ça notre discussion qu'on avait eue pendant le stage que tu as fait, je me souviens très bien que c'était sur ces deux aspects, matériel et idéal. Mais la dimension idéale qu'il peut y avoir dans le langage, on voit bien comment elle sert à légitimer toute l'exploitation du travail des femmes, tout le dénigrement des femmes, la dévalorisation des femmes, leur assignation à la sphère privée, leur exploitation corporelle, enfin sexuelle, etc. Donc on voit bien que tout ça est lié. Donc moi je dirais pas, il y a ça qui est prioritaire. Je pense que le combat, il faut qu'il soit sur tous les fronts et qu'on en dénonce tous les aspects. Et en fait, c'est tous les aspects, on a l'orage, c'est tous les aspects sont liés entre et l'apport des féministes, alors je vais dire dans quel courant moi je me situe, donc c'est vraiment dans l'héritage des féministes matérialistes des années 70, et je vais expliquer ce qu'elles ont permis de révéler, quoi, de dévoiler. Elles disent bien qu'en fait c'est un rapport social, donc en fait ça touche toutes les sphères, quoi. La sphère publique, la sphère privée, enfin dite privée, le corps, les salaires, le travail domestique, l'éducation des enfants, le savoir, ça touche toutes les sphères, donc en fait le combat il faut qu'il soit sur tous les... Voilà, je pense pas qu'il faille prioriser. Et après c'est une autre question que la question des courants féministes. Ouais, donc c'était faux ce que je disais tout à l'heure quand je disais comme s'il y avait des féministes qui s'étaient spécialisées dans l'écriture inclusive et des féministes qui se spécialisaient dans les augmentations de salaire des femmes, par exemple. C'est pas vrai, quoi. En fait, c'est plus des réponses, enfin, c'est plus des armes de lutte en fait contre le patriarcat et sur des dimensions, tu disais, idéales ou matérielles. Mais en fait, le combat il se mène sur tous ces fronts-là en gros par les mêmes personnes qui sont les féministes, quoi. Enfin, en tout cas, les courants féministes, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, il y a des associations, par exemple, qui vont être spécialisées sur les violences en l'encontre des femmes, ou des associations évidemment qu'il y a des... parce que tu peux pas... tu peux pas être partout. Tu peux pas être partout. Mais par contre, je pense que justement, quand tu es dans une organisation féministe, quand je disais que ça durera toute la vie, c'est tu vois de plus en plus tous les aspects et toutes les formes que prend la domination masculine, quoi. Donc tu peux pas dire bah tiens c'est là-dessus qu'il faut se battre parce que ce serait se tirer une balle dans le pied, quoi. Donc je pense pas que... Alors par exemple Eliane Viennot elle travaille là-dessus, mais parce que c'est son domaine de recherche. Il y a des formes de spécialisation, mais je pense pas qu'il y ait des féministes qui travaillent sur tel aspect qui disent ah non mais ça on s'en fout, ça compte pas. Par contre, il y a des mouvements de différents courants féministes, quoi. Je sais pas si tu peux en présenter plusieurs. Alors, on va dire, je vais parler vite fait d'un qu'on classe dans le féminisme, que moi je ne classerai pas dans le féminisme, c'est les courants qu'on appelle différentialistes ou essentialistes, c'est-à-dire les personnes qui disent que les hommes et les femmes qui soutiennent l'idée que les hommes et les femmes sont biologiquement différents, ont un cerveau différent, ont naturellement des dispositions différentes pour, je sais pas moi, avec l'instinct maternel, voilà, on serait né avec la faculté de passer l'aspirateur, enfin voilà.
Plus d'empathie, plus de douceur. Voilà, plus de douceur, qu'on est là pour soutenir, voilà. Alors après, là je suis critique, mais après il y a des femmes qui se retrouvent autour de ces enjeux-là, et c'est important qu'elles s'y retrouvent voilà, pour causer de leurs conditions, hein, c'est pas le problème. Mais par contre ça soutient voilà, qu'il y a des différences naturelles, donc ça remet en question le fait que toutes ces assignations de genre soient construites socialement, et plutôt elles limiteraient pour elles disent, en fait le problème c'est que les dispositions féminines sont dévalorisées, et il faudrait juste valoriser davantage ces dispositions et ça rééquilibrerait. Faire reconnaître les différences naturelles, faire reconnaître les atouts naturels, les qualités naturelles des femmes. Quoi. Ouais, voilà, que ça prenne plus de valeur dans la société, qu'on arrête de dire que ce qui a de la valeur, c'est les dispositions au pouvoir, la prise de parole, etc. des hommes. Et pourquoi tu ne laisserais pas ça dans le féminisme ? Parce que pour moi, le féminisme, une des définitions qui est donnée du féminisme, c'est la lutte pour l'égalité, en fait. Donc, c'est une lutte pour l'égalité. En fait, les autres courants féministes, le féminisme matérialiste, le black féminisme, le féminisme queer, etc., s'entendent au moins sur ce point-là en disant on ne peut pas avoir une division sociale sans qu'il y ait des hiérarchies. Donc dans le champ du social, alors ça ne concerne pas si tu classes des carottes et des poireaux, tu peux diviser sans qu'il y ait de hiérarchie, la carotte est meilleure que le poireau, quoi, tu vois. Mais par contre socialement, en fait, à partir du moment où tu divises, tu hiérarchises. C'est-à-dire si on divise les hommes et les femmes, la hiérarchie elle est première en fait. On divise parce qu'on met les hommes au-dessus des femmes. Donc du coup l'idée c'est que le problème n'est pas une dévalorisation des dispositions féminines, le problème est que c'est un construit social, idéologique et matériel qui produit en fait une inégalité, des inégalités et surtout l'exploitation d'une classe de femmes par une classe d'hommes. Donc ceux qui posent des divisions en fait qui permettront ensuite de hiérarchiser, tu considères que ça ne fait pas vraiment partie du féminisme. Mais donc est-ce que les différents courants féministes, tu pourrais les détailler un peu plus ? Je vais commencer par celui dans lequel je me situe, moi. Donc c'est vraiment dans l'héritage dans un féminisme qui est dit matérialiste. Alors, faut expliquer ce que ça veut dire. Matérialiste, c'est comme le marxisme, quoi. C'est l'idée que, en fait, c'est nos idées qui sont le reflet de nos conditions sociales et pas l'inverse. En fait, si je nais dans le 16e arrondissement ou si je nais dans le 9-3, je risque de pas avoir la même conscience en fait. La phrase de Marx, c'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. Donc c'est vraiment l'idée que on pense en fonction de nos conditions matérielles et on agit en fonction de nos conditions matérielles. Et en fait, les féministes des années 70, donc Christine Delphi, Colette Guillaumin, j'en citerai d'autres plus tard, c'est la même approche, et c'est aussi l'idée, c'est que ce qu'elles défendent et ce qu'elles arrivent à mettre en lumière, c'est que c'est une lutte de classe, c'est-à-dire que le système patriarcal est un système de production autonome. C'est Delphi, en tout cas dans celle qu'on connaît, qui théorise l'économie du patriarcat. On a la pluie contre nous. C'est clair. Et qui dit que en gros le genre c'est un système global qui existe dans tous les domaines de la pensée et de l'activité humaine, et elle, ce qu'elle va mettre en lumière, alors elle commence par étudier la circulation du patrimoine dans la famille, elle prend la famille comme unité de production, et on a l'impression que cet entretien ne doit pas avoir lieu, c'est la tempête. La tempête totale. Et vu qu'on n'est pas dans un studio de radio, c'est pas spécialement bien isolé. Alors on va tenter, les auditeurs nous pardonneront. Ouais, la bande son.
Et en fait, elle va montrer que le travail domestique constitue une exploitation du travail des femmes par la classe des hommes. Donc en fait que c'est un rapport social entre deux classes aux intérêts divergents, dont une classe qui exploite le travail de l'autre classe, donc c'est à l'échelle bien structurelle en fait qu'on parle. Puisque elle s'approprie, enfin l'exploitation c'est bien ça, c'est s'approprier le travail d'un autre groupe social quoi. Donc les féminines matérialistes, elles ont cette lecture structurelle, cette lecture de classe en fait, et elles mettent en avant le fait que voilà, il y a de l'exploitation, de la domination, c'est-à-dire du pouvoir exercé sur les femmes, des oppressions, c'est-à-dire soit de la discrimination systématique, soit de la maltraitance, donc par exemple les violences sexuelles, etc. Et donc elles pensent, c'est structuraliste, quoi. C'est un peu comme Bourdieu, ou voilà, c'est une approche qui met en lumière que c'est un système. Et en fait, ça, c'est dans un moment, donc dans les années 70, après 68, etc. Enfin, pendant et après 68, Christine Delphi, elle est militante du MLF, où les féministes, en fait, ont une bataille à mener dans le milieu syndical et militant, puisque toujours ce qu'on leur envoie, c'est exactement ce que je pensais moi au début, c'est-à-dire oui mais c'est le capitalisme d'abord, ça c'est d'autres problèmes secondaires, etc., etc. Et donc elles sont obligées de montrer en fait qu'il y a un rapport social spécifique et autonome. Voilà. Et c'est ça le gros apport des féministes matérialistes, et c'est le fait de montrer que c'est structurel. Et est-ce que ça a convaincu du coup leurs collègues, enfin je pense aux années 70 ? Ouais. Ça a dû convaincre une partie de leurs collègues hommes marxistes, parce que même rien que dans la description que tu fais, tu dis que c'est structuraliste plus. Est-ce que ça les a convaincus ou pas spécialement, ou les femmes marxistes aussi se sont rangées au féminisme matérialiste ou... Ben, c'est difficile à dire ça, il y a plusieurs groupes, il y a des groupes marxistes, y compris de femmes marxistes qui sont restées fidèles à cette hiérarchisation des luttes. J'imagine qu'il y a des hommes militants qui ont été convaincus, qui ont soutenu ces luttes-là, mais c'est une bagarre qui n'est pas du tout finie. Enfin, nous, l'histoire de notre réseau, c'est la même chose. Enfin, je veux dire, c'est la continuité de ça. Donc, non, il y a toujours une remise en question d'une autonomie du rapport social patriarcal, mais comme on remet en question l'autonomie d'un rapport social raciste, c'est-à-dire le fait que ce soit les blancs qui exploitent le travail des personnes racisées, quoi. Donc il y a toujours une forme de hiérarchisation des luttes qui s'opère, et c'est tout le temps une bataille que de faire advenir et de faire entendre l'autonomie de ce rapport social, quoi. Et la nécessité de les combattre de front, et c'est tout le travail que font, si on emploie les gros mots, toutes les approches intersectionnelles, quoi. Et donc le féminisme matérialiste, c'est un des, on y reviendra après, mais on disait que c'était un des courants. Ouais. Et il y en a d'autres. Tu peux peut-être, tu les présentes comme tu veux, mais peut-être en différence avec le féminisme matérialiste, vu que toi tu t'inscris plutôt dans le féminisme matérialiste. Pourquoi les autres t'ont pas convaincu, ou comment dire, où tu t'y es pas retrouvé spécialement? Ouais, alors j'ai déjà parlé du différentialisme. Je sais pas s'il y a plusieurs. Alors il y a des courants par exemple comme le black féminisme, mais moi que je soutiens absolument. Enfin voilà, c'est d'ailleurs les femmes féministes noires qui ont produit toutes ces analyses intersectionnelles, qui ont dit, parce que par exemple dans les années 70 aux États-Unis, dans la lutte pour les droits civiques, les femmes qui luttaient là-dedans en fait subissaient du sexisme dans leurs organisations de lutte pour les droits civiques, et quand elles allaient militer avec des féministes, elles subissaient le racisme des féministes blanches, et en tout cas une invisibilisation de leurs conditions de femmes noires spécifiques, et les formes que ça prenait pour elles le patriarcat en tant que femme noire, parce qu'elles subissaient une triple oppression, quoi, en tant que exploitée du point de vue capitaliste, du point de vue femme, et du point de vue de noir, quoi. Comme figure, on peut Angela Davis, c'est par ça exemple, ou pas? mais oui, après il y aurait d'autres Okay. non, peut-être qu'on la mettrait dans les vidéos. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est au contraire, je pense qu'on tire bénéfice de toutes ces approches, quoi.
Par contre, je pense que ce qui s'oppose, alors plus ou moins, hein, mais ce qui s'oppose en tout cas dans les stratégies, et qui forme un peu, on va dire, deux courants féministes, c'est une approche qu'on dit matérialiste et une approche qu'on dit queer. Donc le queer, c'est une approche, alors ça vient de queer, ça veut dire bizarre, ça vient de Harlem, le fait de revendiquer le stigmate, en fait, c'était tous les trans, etc., qui étaient insultés, en fait, et qui se sont réappropriés ce terme-là. Ils se faisaient insulter en disant qu'ils étaient queer, bizarres. Oui, bizarre, quoi. Ok. Voilà. Et qui ont revendiqué ce terme-là, et qui ont beaucoup travaillé à... alors, ce qu'après Judith Butler a théorisé, qui s'appelle troubler le genre. Et donc, ce que font ce que mettent en lumière les queers, c'est que le problème du système de domination masculine, alors je ne sais pas s'ils emploient exactement ces termes-là, mais le problème c'est la binarité du genre. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il faut, c'est troubler le genre. Et plus on aura de genre, en fait, plus on aura troublé le genre et moins le genre existera, et donc plus on aura une société égalitaire. Voilà. Donc par exemple, ça va être tout ce qui il y a eu ça a apporté beaucoup de choses, le fait de visibiliser les problèmes de transsexualité, de dénoncer qu'on soit assigné à la naissance garçon ou fille, alors que rien qu'avec les critères actuels de la médecine, qui est largement patriarcale et largement contestable et critiquable. Rien qu'avec les critères actuels, il y a une naissance pour 1000 qui est pas qu'on peut pas assigner homme ou femme au départ. Donc en fait après on opère, il faut faire rentrer dans les cases, quoi. Alors qu'il y a des sociétés, là je parle de sociétés occidentales, il y a des sociétés encore aujourd'hui qui permettent de ne pas genrer à la naissance, quoi. Donc par exemple tout ce combat-là, ça a été très utile. Mais ce qui aujourd'hui, on va dire, oppose les matérialistes et les queers, c'est plutôt des questions aussi stratégiques et des sujets, on va dire que le féminisme matérialiste s'intéresse à la dimension d'exploitation de la classe des femmes, et que les féministes queer vont être davantage sur cette histoire d'identité sexuelle, de troubles dans le genre. Donc on pourrait dire que l'objectif est commun, que le genre et donc la division et la hiérarchie n'existent plus, mais que par contre dans les stratégies ça fait des grosses différences. Alors j'y vais au couteau parce que dans les queers il y a des gens qui se reconnaissent dans le matérialisme, des matérialistes qui s'intéressent à ce que disent les queers, etc. Les courants peuvent être troublés aussi, il y a de l'échange. Mais quand même il y a des grosses lignes qui se dégagent, et on va dire qu'aujourd'hui, moi je pense qu'on est dans un moment très queer. Moi j'ai fait une reprise d'études tardive, je suis allée à l'université faire un master genre, et j'étais très 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 étonnée de l'absence des apports des féministes matérialistes et d'une approche qui était très queer et très sur les identités sexuelles et très peu sur le travail et très peu sur l'exploitation. Je pense que dans les mouvements aussi féministes qui bouge beaucoup en ce moment, c'est plutôt ces entrées-là, et en fait il y a une forme de discrédit sur le féminisme et les apports du féminisme matérialiste. Moi je pense dangereux pour nous, parce que on peut pas, si on ne peut plus se penser en tant que classe de femmes, donc partageant une condition commune, mais évidemment, il y a des féministes qui disent ça, matérialistes, qui disent qu'il faut à la fois arriver à penser qu'on est une classe homogène, c'est-à-dire qu'on a des conditions communes, mais aussi on est une classe très hétérogène, et notamment parce qu'il y a des blanches, il y a des noirs, il y a des lesbiennes, on est aussi divisé à plein d'autres endroits, et il faut penser les deux en même temps. Ce fut à l'école déjà qu'on fit de nous des concurrentes. On se regardait chien et chat, on détestait les redoublantes. Souffre-douleur ou bien faillotte, on se poussait toujours plus haut. On s'arrachait les bonnes notes, on pleurait devant le tableau. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Au coude à coude, j'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes, malgré les pionnes et les parents. Ensuite en face
des garçons commença la grande offensive. On se fabriquait des façons, des rendez-vous sur l'autre rive. Et grande bringue ou Blanche-Neige, c'était à qui amènerait tous les boutonneux du collège à l'accompagner sur le quai. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Bras dessus dessous, j'imagine qu'on aurait de ces débutants avant que la vie les assomme, pu faire des hommes, pas des enfants. Un peu plus tard, c'est la beauté qu'on nous érigea en barrière. On se retrouvait insultés si on n'était pas la première. Nos amitiés faisaient sourire, fallait nous crêper le chignon. Et tout ce qu'on pouvait se dire n'était que fadaise ou chiffon. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Main sur l'épaule, j'imagine qu'on aurait pu, se regardant, voir qu'on était toutes assez belles. Et même celles qui ont pas le temps. C'est tout pareil dans nos métiers, on nous oppose et on nous monte en épingle pour mieux montrer qu'on se trouve en dehors du compte. Pour peu qu'on dépasse la tête, on est toujours une exception, chacune sur notre planète, ce qu'on a pu tourner en rond. Si on se retrouvait frangine, on n'aurait pas perdu son temps, unissant nos voix, j'imagine qu'on en dirait 20 fois autant, et qu'on ferait changer les choses, et je suppose aussi les gens, et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps. Si on ne peut plus se qualifier comme classe de femmes et continuer à dénoncer et à obtenir des droits sur oui, l'exploitation de nos travail domestique et puis de tout le travail qu'on fait, éducatif, l'appropriation de nos savoirs, le fait qu'on n'ait pas de tribune, le fait qu'on ait des salaires, enfin, tous les aspects que prend le patriarcat, c'est compliqué c'est compliqué de se battre et de dénoncer les aspects structurels de ça, quoi. Et en fait, moi, un des éléments pour lesquels je me retrouve pas forcément dans une approche queer, c'est que je trouve que ça repose beaucoup sur l'individu, en fait. Il y a l'idée de troubler son genre, c'est oui, l'idée de ne pas correspondre à ce qu'on te dit, c'est-à-dire si t'es femme, tu dois être comme ça, et tu dois être féminine, et tu dois être machin, enfin, voilà, et puis si t'es homme, t'es comme ça. Mais je trouve que, enfin, donc c'est ce qu'elles appellent performer son genre. Et ça, je trouve que ça fait un peu fi des structures sociales. C'est-à-dire, ben ouais, mais l'école, la justice, enfin, et c'est des batailles à mener, mais je trouve que c'est un peu fais-le toi-même, quoi. Et en fait, d'une part, je pense que c'est un des aspects et qu'il faut continuer à se battre sur le côté de la dimension d'exploitation. Mais que aussi, c'est très difficile que ça repose que sur les individus. Et en fait, ça, je trouve ça intéressant de regarder aussi les individus et l'aspect structurel, c'est deux niveaux différents. Et en fait, il faut arriver à... Si on veut transformer les choses, si on est dans une approche du coup matérialiste, si on veut transformer les choses, il faut transformer structurellement les choses, quoi. Mais peut-être qu'on comprend, enfin là en tout cas tel que tu décris le mouvement queer et le mouvement féministe matérialiste, ça m'étonne pas spécialement que le féminisme matérialiste ait moins la cote, il me semble moins, il me semble moins récupérable par l'idéologie dominante, qui va aussi renvoyer, donc pas que dans le champ féministe, mais dans tous les champs, qui va renvoyer à notre propre condition, et fais-le toi-même, essaye de t'en sortir. Et aussi, alors je sais pas si... Quand on veut, on peut, ouais. Et que l'analyse des structures se fait à peu près nulle part. Enfin, en dehors du monde, tu disais bourdieusien ou marxiste, ou c'est vrai que l'analyse des structures se fait pas forcément, quoi. Et je pense que c'est aussi réappropriable, c'est une discussion que j'avais là à l'instant, enfin,
ce matin avec une copine féministe. Je pense que c'est beaucoup plus réappropriable par... les approches queer sont beaucoup plus confortables. Par exemple, pour les hommes, ou pour moi, j'ai eu déjà des échanges avec des gars qui me disaient non, mais attends, il n'y a pas de problème, moi, quand je te regarde, je vois pas une femme, et puis moi, quand je me regarde, je vois pas un homme. Bon, cela dit, il séduisait des femmes, il se trompait pas, mais... tu vois, en fait, il y a une façon, en fait, le fait que ce soit pas... que le contenu soit pas l'exploitation structurelle et le fait que en fait ce qu'on vit en tant que femme et les incorporations qu'on subit et les violences qu'on subit, etc., soit pas le cœur, en fait c'est beaucoup plus parce qu'en fait quand on a une approche matérialiste, ce que ça veut dire c'est qu'on reconnaît l'existence de classes, donc une classe des femmes et une classe des hommes. Ça veut dire que quand on appartient à la classe des hommes, on bénéficie, même si c'est pas directement moi qui... on bénéficie de tous les privilèges associés à la classe des hommes, qui est la classe dominante dans ce rapport social-là. Et donc ça veut dire qu'il faut travailler à ça et comprendre que, par exemple, c'est mieux de fermer sa gueule, ou c'est mieux de... et c'est pareil sur un autre. Par exemple, moi, en tant que blanche, je bénéficie, même si je fais pas des actes racistes, je bénéficie du racisme structurel, quoi. Je bénéficie du fait qu'on exploite les racisés, je bénéficie de tout ça socialement, en fait. Donc c'est beaucoup moins confortable, en fait, que de se dire, de s'auto-décréter. Donc je pense que, moi c'est vraiment des intuitions que je dis là, mais par exemple dans le champ universitaire, moi je trouve que de plus en plus il y a y compris dans les études féministes, de plus en plus d'hommes qui se retrouvent avec des tribunes, parce que structurellement aussi à l'université, qui c'est qui a les postes, c'est plus facilement les hommes. Même qui a le temps de publier, parce qu'à la maison, il va peut-être moins s'occuper de la seconde journée, des enfants. Exactement. Donc on peut écrire un bouquin. Et c'est structurel, et du coup ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes, et c'est parce que, à mon avis, ça peut... Donc c'est juste une vigilance là-dessus, et continuer à avoir cette vie. Nous, l'expérience qu'on a fait dans notre réseau, c'est que ça nous a vraiment... ça a vraiment soutenu notre prise de conscience. Ces lectures-là, matérialistes, ça a vraiment expliqué ce qu'on vivait, en fait. Ça a mis des mots sur ce qu'on vivait. Et c'est ce que fait le queer, d'ailleurs, le mouvement queer, pour plein de femmes ou d'hommes qui se reconnaissent pas dans le sexe qu'on leur a assigné. Hein. Mais je trouve qu'il faut pas mettre de côté tout cet aspect-là, parce qu'on se tire une balle dans le pied, quoi. Surtout que le côté individuel dont tu parlais pour les queers, ça veut dire que moi seul, tout seul, j'aurais une lecture claire de toute la situation. Et ensuite, je pourrais agir dessus en changeant ou en modifiant mon genre. Mais sauf que ça, comme tu le disais, il y a un autre exemple qui me vient en tête. Moi, par exemple, je suis jeune enseignant en maths. Eh bien, je suis quasiment jamais remis en question sur mes compétences, par exemple, par les parents. Par contre, j'ai de nombreux témoignages, ça m'est arrivé en formation, où des jeunes femmes... quand venait un rendez-vous avec le parent homme pouvait contester la notation de la jeune femme. Alors évidemment, il faudrait faire une étude statistique, mais j'ai quand même l'intuition qu'effectivement, moi je bénéficie. Alors c'est un truc que je peux pas voir, il a fallu qu'on me le raconte. J'ai dû avoir ce genre de témoignage, alors plutôt de féministes, de femmes, qui me disaient, mais oui, mais en fait t'es pas au courant, mais du fait que tu sois un mec, les gens, quand tu vas parler, par exemple, devant un public, les gens te donneront plus de crédit que si tu étais une femme. Ou là, pareil, sur les sciences, par exemple, sur le savoir universitaire, on va considérer que oui, c'est possible que je sois sérieux, et juste parce que je suis un homme, quoi. Ouais, c'est ce que tu dis là, ça fait référence au privilège. Il y a une chercheuse féministe qui s'appelle Peggy McIntosh qui a essayé de lister ses privilèges de blanche. Et elle parle d'un havre-sac. Alors moi je connaissais pas le terme, mais apparemment ça veut dire sac à dos, un sac. Un sac de privilèges un peu invisible dont on n'a pas conscience et qu'on nous apprend à ne pas voir en tant que blanc, en tant qu'homme, en tant que. Voilà, et qui est un peu un mérite un peu spontané comme ça. Je suis homme, donc je suis qualifiée pour les maths. Je suis blanche, donc on remet pas en question ma capacité à parler. Voilà, il y a une liste comme ça en disant moi quand je vais chez le coiffeur, j'ai pas de questions à me poser. Elle va savoir où il va savoir me couper mes cheveux, ou je vois des gens de ma couleur à la télé, ou quand je rentre dans une pièce, majoritairement j'ai des gens, du coup je m'adresse à des responsables, majoritairement, et on peut faire le parallèle avec les rapports sociaux de sexe, quoi.
Et ça, moi, je trouve ça très conscientisant, et je pense qu'on va en arriver à parler du lien avec Réseau Salariat. Cette approche-là, moi, je trouve qu'elle permet le fait de se penser en tant que classe, je trouve que ça soutient la prise de conscience de notre condition, quoi. Parce que c'est pas parce qu'on est femme qu'on a conscience du patriarcat, quoi. Enfin, voilà. Mais par contre, si on parle de nos conditions communes en tant que classe, moi je trouve que ça soutient ça. Alors justement, je disais qu'on s'était rencontrés dans le cadre donc, d'une formation de Réseau Salariat. Et alors là, il faut bien le dire, Réseau Salariat est une association d'éducation populaire qui ressemble en fait sociologiquement aux associations d'éducation populaire, aux syndicats, c'est-à-dire globalement blanc, plutôt masculin, d'autant plus que c'est assez pointu économiquement, je disais, donc il y a une sorte de sélection qui se fait, enfin disons que les mecs se sentent plus aptes à y aller, donc il y a clairement une domination des hommes dans cette association-là, et en tout cas il y a eu très peu de débats avant ton arrivée à toi et à d'autres autour du féminisme dans cette association, parce que sans doute on considérait que non, c'était pas le sujet, quoi. Là on parlait d'économie, on parlait de salaire, on parlait de cotisation sociale. Bon, le féminisme, ça n'a pas vraiment sa place. Alors, je voulais savoir, du coup, toi, comment tu fais le lien entre le Réseau Salariat. Donc, alors rapidement, alors c'est vrai que j'ai pu expliquer plusieurs fois sur ces podcasts ce qu'était le Réseau Salariat, donc je vais pas forcément beaucoup le redétailler. Pour faire très vite, c'est une association qui naît autour des thèses de Bernard Friot, du salaire à vie, des 18 ans, de la cotisation sociale et de la propriété des entreprises aux gens qui y travaillent, quoi, aux salariés. Donc en gros, ça propose tout simplement une sortie du capitalisme, quoi, sur une sorte de vision d'assez long terme. Et donc voilà. Alors excuse-moi, je voulais juste préciser ça pour qu'on ne décrive pas spécialement ce qu'est le Réseau Salariat, mais plutôt quel lien tu faisais avec le féminisme. Nous, quand on s'est retrouvés, puisqu'on a constitué un groupe femmes au sein de Réseau Salariat, alors qui a plusieurs moteurs à la constitution de ce groupe. Il y a à la fois, comme toujours, comme ça s'est passé dans mon réseau par exemple, d'éducation populaire, il y a toujours ce qu'on vit à l'interne de ces associations. Bon, tu rappelles, c'est très masculin, très économique, donc l'économique, les économistes femmes et les économistes féministes sont assez rares encore, enfin je pense pas qu'il y a un nom qui nous vient, enfin moi j'en ai quelques-uns qui me viennent, mais je pense que c'est pas le cas de moi. Faut que je fouille un peu. Voilà, c'est vraiment un domaine ultra masculin, ultra aussi bourgeois, et voilà, il n'y a pas beaucoup de marxistes non plus. Mais chez les marxistes, c'est des hommes. Et en fait, il y a eu à la fois la nécessité de se causer de qu'est-ce qui se passait dans cette association, parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont parties parce que elles ne trouvent pas leur place, quoi. Enfin, moi je me souviens d'une des premières AG que j'ai faites, où on était, je sais pas, peut-être 30% de femmes dans l'AG, et encore, je pense qu'on était plutôt 15-20%. Et par contre, il n'y a que nous qui avons pris des notes, enfin, on a été les secrétaires de la séance d'AG, et je me souviens très bien que cette année-là, il n'y avait plus de femmes dans l'organisation, et donc on n'a pas eu de café, par exemple, il n'y avait pas eu d'accueil. Et je me suis dit, mais comment ça se fait, l'année dernière, il y avait du café? Et c'est parce que l'année dernière, il y avait des femmes qui avaient fait l'accueil. Donc il y a des gens qui arrivaient de Marseille, de partout, et n'ont pas eu de café en arrivant. Bon, bref, c'était une anecdote, mais qui est assez révélatrice. C'est clair. Et en fait, on dit toujours, mais pourquoi il y a plus de militants? Alors, il y a plein de raisons à ça. Pourquoi il y a plus de militants hommes? Mais en fait, les femmes, au bout d'un moment, ne restent pas, en fait, quand on... Donc on sait que dans le groupe femmes, par exemple, il y a des femmes qui ont adhéré ou qui sont restées dans le Réseau Salariat parce qu'il y a eu ce groupe qui s'est constitué. Et puis surtout, la deuxième raison, enfin la première peut-être, je sais pas s'il y a un sens, mais c'est la conscience, enfin l'intuition et la conscience, que l'alliage des savoirs féministes et des savoirs développés dans le Réseau Salariat est un alliage assez explosif, hein, c'est-à-dire assez prometteur, quoi. Dans le Réseau Salariat, on travaille, ce qui est dénoncé, c'est la convention capitaliste du travail, donc le fait qu'on ne reconnaît comme producteur économiquement que le travail dans l'emploi.
Et ça, c'est des questions qui ont beaucoup d'écho avec ce qu'ont mis en lumière les féministes. C'est-à-dire, par exemple, le travail domestique, c'est un travail gratuit, sans fin. Il n'y a pas d'horaire de fin et d'horaire de début. Il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, c'est un travail qui n'est pas reconnu économiquement. Donc, on voit bien le commun, la substance commune qu'il peut y avoir. Et ça a été cette envie-là aussi d'avoir un groupe femmes qui, sur le long terme, parce qu'évidemment ça représente de la recherche, ça représente beaucoup de travail, d'échanges sur nos conditions, mais aussi d'aller s'instruire économiquement et d'articuler toutes les différentes approches féministes et marxistes. Mais on sait que ce travail-là bénéficierait aux thèses du salaire à vie. Et que si par contre on ne développe pas ce pan-là, c'est-à-dire cette approche féministe des thèses de réseau salariat, les thèses seront androcentrées, c'est-à-dire qu'on ne prendra pas en compte les questions, la question de qu'est-ce que produit le rapport social patriarcal en exploitant le travail des femmes, quoi. Donc je sais pas, je peux peut-être lire ce qu'avait écrit le groupe femmes de réseau salariat. Donc là, je reprends un compte rendu d'une des rencontres où on avait dégagé des objectifs lors de la toute première rencontre. C'est la question de la valeur qui permet d'articuler lutte des classes et lutte des femmes. Dominés des dominés, nous sommes reconnus comme productrices de valeur d'usage, mais pas comme productrices de valeur économique. À Réseau Salariat, on se bat pour que la valeur ne soit pas définie par la classe dominante. Notre intention est d'explorer notre qualité de productrice de valeur économique, niée par le capitalisme et le patriarcat. Nous construirons là-dessus notre lutte émancipatrice avec l'objectif de peser de manière centrale sur la définition de la valeur. Nous voulons mener Réseau Salariat plus loin et nous battre pour que les dominés soient au centre de la définition de la valeur. Donc en fait, un peu le postulat, c'est qu'il y a une espèce de privilège de connaissance de la domination, puisqu'on vit une double exploitation, et si on était des femmes racisées, on vivrait une triple exploitation, et que du coup, de ce point de vue-là, en fait, on a à dire, et on a à se battre pour qu'est-ce qu'on reconnaît comme travail, quoi. Qu'est-ce qui vaut dans ce que nous faisons. Et en fait, le travail des femmes ne vaut pas du point de vue patriarcal et ne vaut pas du point de vue capitaliste, quoi. Enfin, on pourrait multiplier les exemples. Dans la version capitaliste, c'est par exemple la différence de salaire, les temps partiels subis, enfin voilà, toutes ces formes-là. Et dans le rapport social patriarcal, c'est le maintien d'une inégalité énorme de répartition des tâches domestiques, par exemple. Mais ça, c'est un aspect. Après, on peut parler aussi d'exploitation sexuelle, de tout le travail invisible, je sais pas, il y a une expression qui dit derrière chaque grand homme il y a une grande femme, c'est aussi vrai dans notre réseau, hein. Françoise, elle soutient intellectuellement depuis 50 ans. Un big up pour Françoise. Voilà, un big up pour Françoise de Bernard. Et ça, donc là, dans ce que tu lis, du coup, ce qui est intéressant, enfin moi, ce qui me parle plutôt, c'est que, en gros, si les salariés hommes prenaient le pouvoir, comme le veut Réseau Salariat contre les capitalistes, en fait, ils vont changer la convention. Non, pas les salariés hommes. Le Réseau Salariat ne veut pas que les salariés hommes prennent le pouvoir. Que tous les salariés, j'imagine. Non, mais du coup, le Réseau Salariat masculin, arrivant à ses fins, par exemple, parce qu'il n'y aurait pas le groupe femmes, et donc quasiment toutes les femmes seraient parties, etc. En fait, la définition du travail qui arriverait serait une définition du travail des hommes, quoi. Et donc, il y aurait des hommes salariés. Mais donc, il n'y aurait pas spécialement de place pour reconnaître le travail des femmes. Et effectivement, on n'imagine pas que ça se fasse naturellement. Ça ne se fera pas, mais naturellement. Ouais. Mais c'est aussi ça que... oui, moi j'aime bien dans l'idée de privilège de connaissance, quoi, et de vécu. Privilège qui vient du vécu. C'est pas que vivre les choses, ça suffit pour connaître. Hein, c'est allier ce qu'on vit avec un travail théorique, mais oui, il y a une... Moi, je pense qu'il y a une façon plus radicale, plus subversive, encore, du point de vue du travail, du point de vue des féministes et qui vivent l'exploitation de leur travail de femme,
qui est un apport et pour les femmes, mais aussi pour les thèses de réseau salarié, pour arriver à définir comment qu'est-ce qui fait valeur, quoi. Et donc c'est carrément un point aveugle, c'est-à-dire que pour l'instant c'est un point aveugle. Ce qu'on peut entendre, voilà, ça nous fait reboucler avec le début de la discussion, mais jusque-là les thèses du réseau salariat qui diraient tout salarié, homme ou femme, à 18 ans, serait titulaire de sa qualification, etc. En fait, disons que pour reprendre, on peut entendre comme contre-argument quelqu'un qui dit bah attends, mais une femme aussi aurait son salaire à vie et donc elle ferait ce qu'elle voudrait, et donc si elle veut pas faire la seconde journée, bah elle la fait pas, ou machin. Et en fait là on repart sur le début de notre discussion. En gros non, c'est pas parce que le capitalisme est abattu par le réseau salariat, donc ainsi promis un grand avenir, que ça se jouerait, quoi. Parce que structure, comment il pourrait du coup je posais la question dans le sens pourquoi une femme qui aurait son salaire à vie à 18 ans ferait quand même la seconde journée, enfin c'est un peu ça le... Ouais. Pourquoi est-ce qu'elle se ferait encore exploiter alors qu'elle serait libre finalement avec son salaire Ouais, parce que structurellement, en fait tout le travail d'émancipation, c'est de remettre en question des évidences, en fait. Donc structurellement, en fait, la classe des hommes exploite la classe des femmes. Donc évidemment que si on a un salaire à vie à 18 ans, évidemment que ça va faire bouger des choses, parce que il y a plein de stratégies, on va dire, du patriarcat pour maintenir les femmes à la maison et les femmes à s'occuper de leur beau-père malade, des gosses, et jamais pouvoir se réaliser et avoir 2 minutes de cerveau disponible pour des choses dans lesquelles elles se réalisent, quoi. Évidemment que parce que ça ferait bouger matériellement, parce que ce serait une forme de reconnaissance économique de leur travail domestique, évidemment. Mais par contre, si on ne se bataille pas pour dénoncer l'exploitation patriarcale, il n'y a aucune raison qu'on ne reproduise pas cette division sexuelle du travail, en fait. Donc ça, c'est toutes les questions, c'est des intuitions aussi, c'est toutes les questions qu'on essaye de travailler avec le groupe femmes, parce que évidemment que le salaire à vie, on ne va pas y arriver en une fois, donc ça veut dire qu'il faut travailler à l'extension de la cotisation, donc toutes les questions de l'allocation familiale et qui est destinataire de cette allocation, parce que toute la difficulté, c'est aussi faire reconnaître économiquement le travail domestique. C'est à double tranchant, c'est-à-dire c'est pour ça que ça a divisé aussi les féministes dans les années 70. Alors ça c'est moins senti en France, mais il y a un gros risque de réassignation au foyer, et dans le même temps on ne reconnaît pas économiquement, donc c'est pour ça que le salaire à vie c'est intéressant, parce que c'est pas genré, c'est-à-dire si on arrive à faire reconnaître, ne serait-ce que dans un premier temps de 18 à 25 ans, une extension de la cotisation qui nous reconnaissent comme producteurs et productrices, ça va avoir une incidence évidemment, parce que le levier ou la stratégie patriarcale qui maintient les femmes au foyer va prendre un sacré coup, mais ça ne sera pas suffisant en fait. Il y a plein de femmes qui vont de fait se retrouver quand même à élever leurs gamins pendant que leurs compagnons iront monter une coopérative ou faire des études. Et puis le patriarcat étant un système autonome, comme tu le disais, on peut imaginer que les salariés hommes ayant dégagé les capitalistes, en fait inventent leur propre stratégie patriarcale qu'on connaît peut-être pas encore, et qui... c'est pour ça que on peut compter sur eux. Du coup, alors je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur les liens entre réseau salarial et féminisme, sinon je t'aurais proposé une partie plus stratégique sur quels sont les moyens, quels sont les alliés, mais... peut-être un dernier parallèle, moi, parce que moi j'ai retrouvé quand j'ai découvert les thèses de réseau salarial, j'ai retrouvé le même effet que m'avait fait la découverte des féminismes et le fait de me dire, ce qu'elle dit Delphi par exemple, c'est pour penser le genre, il faut penser le non-genre. Alors ça, on a mis à peu près 3 week-ends à comprendre, mais c'est l'idée d'imaginer société sans genre, c'est très difficile à faire, quoi. C'est très très difficile.
Je veux bien le croire, voilà, comme ça. c'est très compliqué. Mais en tout cas, l'idée de se dire, en fait, il n'y a rien qui justifie que nous, on soit assignés à ça. Et que, enfin, en fait, ça ouvre des horizons. Et moi, j'ai retrouvé ce truc-là, alors que j'étais militante anticapitalisme, mais avant de rencontrer les thèses de réseau salariat, moi, je j'étais défensive, comme plein de militants, hein, contrer les attaques permanentes du capital et en fait, dans les thèses, ce que j'ai trouvé, c'est un horizon émancipateur, voilà, parce que et c'est pareil, j'ai retrouvé la même chose, la difficulté à penser une société où on aurait la maîtrise de notre économie, et donc imaginer ce que ça pourrait donner. Bon, oui, d'accord, on produirait plus de Mediator, mais où on aurait complètement réorienté notre production. Mais en fait, le fait de pas penser en détail tout ce que ça transformerait, c'est très difficile, c'est un exercice... Il faut imaginer le monde de demain. Voilà, quoi, et en fait, on ne sait pas tout ce que ça libérerait comme savoir, et comme production, quoi. Et moi, je pense que c'est la même chose du côté de... Donc peut-être, voilà, je voulais juste dire ce parallèle-là. Et le parallèle que je trouve intéressant aussi, c'est le fait que les thèses de réseau salariat, pour moi, elles soutiennent le fait qu'on redevienne une classe sujette. La classe des salariales redevienne une classe sujette, quoi. Elle l'a été un peu dans l'histoire. Là, on n'est plus trop dans une classe... c'est la distinction qu'on fait, la classe en soi et classe pour soi. Marx... avec classe en soi, on est objectivement exploité, et classe pour soi, on a conscience qu'on est exploité et on agit pour nos propres intérêts. Et ben, pour moi, c'est la même chose, d'où l'intérêt de pouvoir se penser en tant que classe des femmes. En fait, il faut qu'on puisse se penser comme classe exploitée pour avancer vers un horizon émancipateur. Et voilà, moi je retrouve ces deux choses, et avec le groupe Femmes, on a plein de pistes et de désirs d'approfondissement, parce qu'on pense que ça soutiendrait et le féminisme et les thèses du salariat. Ok, du coup, je voulais t'inviter vers une partie plus stratégique. Donc, à ton avis, quels seraient, les alliés potentiels? Parce que là, on a l'impression qu'on est très très spécialisé. On est à l'intérieur du réseau salariat, dans un groupe féministe. Est-ce que y a des alliés? Dans le féminisme matérialiste, tu identifies des alliés, des moyens aussi. C'est des campagnes, de la formation, de la recherche. Toi, tu vois plutôt quels outils? Tout. Et puis pas que les féministes matérialistes. Moi, je veux pas que le mouvement queer soit mis de côté. Juste, je pense qu'il faut être vigilant à ce que ça n'invisibilise pas d'autres aspects, et notamment l'exploitation. Mais moi, je pense... le problème qu'on a aujourd'hui, en tout cas dans le mouvement féministe, c'est qu'on n'a plus... on a ponctuellement des fronts communs, mais on n'a pas un mouvement... large, enfin c'est peut-être en train d'émerger, j'en sais rien, mais donc il faudrait à la fois qu'on multiplie ces fronts-là, que toutes les organisations féministes, quand il y a une bataille, comme quelque chose qui émerge médiatiquement, on puisse ensemble faire pression. C'est ce qu'on fait déjà, mais voilà, il faut continuer ce truc-là. Ça passe par la recherche, ça passe par la formation. Ça passe par des prises de parole publiques, ça passe par de l'auto-organisation, ça passe par, à l'intérieur des syndicats, faire advenir des groupes non mixtes qui travaillent sur ces questions-là. Ça passe, continuer. Et à la fois le travail de conscientisation entre nous, mais bon, c'est toujours les mêmes... c'est comme un réseau salariat, quels enjeux stratégiques on a. Moi, je sais que plutôt... prioritairement, je me dis que c'est à l'intérieur des syndicats de combat qu'il faut faire advenir ces questions-là, mais sur le féminisme, c'est tellement tous les aspects de la vie que, tu vois, j'arriverai pas à dire c'est quoi la stratégie prioritaire. Après, il y a la dimension légale et structurelle que je pense importante, c'est-à-dire... pouvoir répondre à une loi, par exemple, une loi régressive, par exemple. Et pouvoir légiférer, c'est-à-dire légiférer sur l'inceste, sur le viol, et puis mettre que les droits formels se transforment en droits réels, quoi.
que l'égalité salariale, faut qu'on en finisse, c'est le Moyen-Âge, quoi. Et encore non, c'est une expression abusive de dire c'est le Moyen-Âge, parce que c'est pas sûr qu'on n'était pas plus dans une égalité homme-femme à ce moment-là. Mais ouais, je pense que il nous faut des victoires structurelles, quoi. Continuer, même dans le champ médical, quoi. Transformer les pratiques médicales qui sont irrespectueuses et maltraitantes envers pas mal de patients, mais envers le corps des femmes en particulier. Et comment on peut agir, je veux dire, si on écoute cette émission, si on veut lutter, on rejoint, on trouve des associations féministes facilement. Il y a les plannings familiaux peut-être qui peuvent faire le relais de ce genre de lutte. Après oui, il y a plusieurs organisations féministes, alors que soit des locales, soit des plus nationales. Il y a Oser le féminisme qui est au départ une émanation du PS, mais je pense que plus ça va et plus il y a donc elles font des choses intéressantes, elles sont... Voilà, faut voir autour de chez soi. Et puis sur les questions qu'on a envie de travailler, sur les violences faites aux femmes, ou par exemple les violences faites aux femmes au travail. Il y a l'association, la VFT, Association Européenne des Violences Faites aux Femmes au Travail. Alors c'est pas des associations dans lesquelles on peut militer, mais en tout cas qu'on peut promouvoir dans son organisation du travail, les faire intervenir, ou les conseiller pour des femmes qui vivraient des violences au travail, diffuser cette information-là. Ouais, voilà, faut se renseigner. Il y a beaucoup de collectifs féministes. Ouais. Du coup, au sein de la Trouvaille, tu mets en œuvre, vous mettez en œuvre quels moyens pour ces combats féministes En interne ou dans ce qu'on fait comme activité? Non, j'imaginais plutôt comme atelier ou formation que vous pouviez proposer à l'extérieur. Ouais. Comment on peut vous faire intervenir, par exemple, quoi, ou... Nous, on intervient soit dans le cadre de la formation professionnelle, soit par d'autres dispositifs financiers, mais en tout cas, une de nos priorités, nous, c'est d'intervenir sur de l'accompagnement d'équipe, en fait. Donc nos deux axes, c'est une entrée sur l'organisation du travail, que les salariés, et notamment associatifs, se réapproprient leur travail et puissent penser une organisation du travail qui arrête d'être... dont on limite les effets pathogènes et qui limite les dégâts sur les travailleuses et les travailleurs. Et puis on a une entrée qui est intersectionnelle, donc évidemment qu'à chaque fois on a une approche sur les questions de classe, de race et de sexe, quoi. Voilà, donc mais nos deux, on va dire, deux axes prioritaires d'intervention, c'est ça. On fait des formations soit spécifiques sur les rapports sociaux de domination, soit sur des méthodes, par exemple l'entraînement mental, qui sont des méthodes d'éducation populaire, mais on n'enlève jamais l'entrée théorique et politique, quoi. Et soit après sur de l'accompagnement d'équipe. Donc c'est un travail un peu syndical et féministe, intersectionnel. Tu viens de rendre un mémoire qui travaille justement ces questions-là aussi. Ouais. Tu peux peut-être en donner le titre et ça... Ouais, moi j'ai travaillé sur l'idéal dans les coopératives, dans les SCOP, à visée autogestionnaire, quoi, donc qui se revendiquent sans hiérarchie, souvent avec d'égalité salariale. Et donc l'écart entre l'idéal et la générosité première qu'il y a dans ces initiatives, et puis le réel du travail et le réel des inégalités au sein de ces collectifs. Donc il y avait évidemment nos expériences dans le réseau des SCOP d'éducation populaire, mais j'ai aussi enquêté une autre coopérative qui était une coopérative d'expertise CHSCT, là, des comités d'hygiène et de sécurité au travail, largement attaqués par les dernières réformes. Et en fait, je pense qu'il y a des choses à travailler au sein aussi de réseau salarial là-dessus. Voilà, je sais pas si c'est le sujet, mais évidemment, on constate évidemment qu'il y a d'exploitation du travail des femmes, que les femmes sont largement affectées par ces pas que les femmes, mais en tout cas, voilà, par exemple les gens qui sont pas des héritiers, qui viennent de milieux plus populaires, et les femmes en premier lieu qui sortent, quand elles sortent de ces expériences assez ravagées et abîmées,
Et du coup, j'ai essayé de montrer comment la répartition du travail, des contraintes du travail, l'invisibilisation de ces contraintes de travail commence à s'opérer dans des collectifs qui désirent pourtant fortement... Qui promeuvent plutôt des valeurs hyper désirables, je pense, pour les salariés qui les rejoignent ou qui les construisent. Quoi. Et il y a une forme de une autonomie qui est très désirable, parce que ces expériences, elles sont tout le temps très riches. Mais par contre, moi, ce qui m'a posé question, c'est le nombre d'épuisements professionnels, le nombre d'effets sur les travailleuses, les travailleurs, d'effets physiques, de maladies, d'atteintes à la santé. Pourquoi des organisations du travail, a priori, sorties de certains des enjeux qu'on peut retrouver dans les structures hiérarchisées, pourquoi autant d'effets, en fait. C'est ça que j'ai voulu aller observer, et questionner. Même si évidemment on est dans une contradiction qu'ont déjà pointé à l'époque de l'essor des coopératives au XIXe siècle. Je crois que c'est Rosa Luxembourg et Marx qui avaient déjà pointé qu'il y avait une contradiction inhérente au scope, aux coopératives de production, parce que on est en scope, on a la propriété de notre outil de travail, mais en même temps on est sur un marché capitaliste. Donc forcément, une des tendances, un des mécanismes qui se produit, c'est qu'on va faire pression sur le travail. Ça va générer de l'auto-exploitation. C'est toujours les structures. Les structures restent toujours. Je voulais juste pour terminer cet entretien, savoir si tu pouvais donner quelques éléments pour aller plus loin, je sais pas, des idées de films, de lectures, d'articles. Ouais, écoute, alors c'est vaste, hein, il y a beaucoup de productions, il n'y a pas beaucoup de tribunes pour les écouter, mais il y a beaucoup de productions. Je pense que nous, on va dire les lectures qui nous ont le plus servi, c'est Daniel Kergoat, qui a écrit plusieurs ouvrages et articles. Il y a pas mal d'articles disponibles de Daniel Kergoat. Et puis c'est quelqu'un qui était instit avant, qui est pas quelqu'un qui a fait qu'une carrière dans l'université, donc souvent elle est plus accessible. Christine Delphi, qui a théorisé l'économie du patriarcat, c'est bien de la lire à plusieurs, parce qu'elle a dû se légitimer dans le champ universitaire, donc des fois ça peut être abrupt à la lecture. Mais après il y a plein de vidéos d'elle aussi. Il y a un DVD qui est sorti qui s'appelle « Je ne suis pas féministe mais », où c'est un interview de Christine Delphi, où elle aborde plein de concepts et elle souligne plein d'apports du mouvement féministe, avec un abécédaire aussi dedans, où il y a donc chaque mot qu'elle définit. Donc c'est Sylvie Tissot qui l'a interviewé, je crois. Il y a Colette Guillaumin, où on a notamment un article qui s'appelle Discours de la nature, et qui explique le concept de sexage, d'appropriation du corps des femmes, qui a été très conscientisant pour les 10 copines qu'on était là. Colette Guillaumin. Et après, sur la question des violences faites aux femmes et de l'aspect structurel des violences faites aux femmes, Patricia Romito, qui est une chercheuse italienne, qui a écrit un livre qui s'appelle Incidence de morte, la violence masculine occultée. Et ça, c'est... il était épuisé et il est en train de ressortir. C'est une bonne nouvelle. Et ça, c'est vraiment très conscientisant aussi, ça donne à voir plein de choses. Et sur la question du travail, travail et féminisme, il y a Kergoat, Elsa Galéran. Sur une autre approche, Pascal Moulinier, donc le travail qui se sert du concept de care aussi là-dessus. Voilà. Et puis après, peut-être que je pourrais te passer d'autres références. Et il y a notre bouquin, Éducation populaire et féminisme. Oui, quand même. Je l'ai vu à la petite librairie à Brest, parce que les auditeurs finistériens doivent être surreprésentés. Donc je sais qu'à la petite librairie à Brest, il est disponible. Voilà, qui s'appelle Éducation populaire et féminisme, récit d'un combat trop ordinaire, analyse des stratégies pour l'égalité. Et donc coécrit par 11 femmes. Et où dedans, il y a des apports théoriques et l'explication de notre histoire. Voilà. Ok, merci beaucoup Katia. Merci à toi. C'est un joli nom, féministe matérialiste. La musique d'introduction et de fin est Battle de Boxcat Games. Le premier morceau entendu est Madame de Juliette. Le second morceau est Frangine d'Anne Sylvestre. Salut!